tous ces insectes pollinisateurs et pour toutes ces merveilles qu'il y a là. Moi, je suis émerveillé de voir tout ce matériel. Bravo, bravo, bravo. Alors, avant de commencer, en tant qu'apiculteur, je vais vous dire un petit mot sur l'abeille qui me tient à cœur. Alors, ce soir, le frelon, je vais vous apporter des informations concrètes que vous allez pouvoir utiliser tous les jours dans votre vie. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire sur l'abeille. Regardez ces pots de miel. Vous en avez souvent vu. Mais avez-vous pensé à la taille de l'abeille? À la langue de l'abeille qui est la pointe d'un cheveu. La pointe d'un cheveu. Et cette abeille qui va faire des centaines de mètres, qui va dépasser le kilomètre, pour aller dans une fleur, prendre du nectar qu'elle va mettre dans son jabot, qui est la pointe d'une aiguille. Cette pointe de l'aiguille de nectar, elle va le ramener à sa ruche, elle va faire le voyage retour. Et pour le transformer en miel et enlever l'eau qu'il y a dans la pointe de cette aiguille de nectar. Donc, avant de regarder un pot de miel, pensez à tout ça. C'est merveilleux. Alors, je ne vais pas être très long pour le frelon, je vais être concret. Je vais vous parler sur 4 points. Un peu le cycle de vie de frelon de l'année, le piégeage, parce qu'on en parle beaucoup, comment regarder, observer dans votre jardin chez vous où vous pouvez voir un nid de frelon. Je pense que ce point-là, il est important. Et puis le dernier point, ça sera la destruction des nids. Comment ça se passe, etc. Donc, tout a commencé dans les Alpes-Maritimes en 2010. À ce moment-là, j'ai eu un appel à Saint-Antoine, c'est qu'on m'a appelé pour un nid de frelons. Il y avait un petit nid de frelons dans une haie, c'était un nid de frelons asiatique. C'était la première fois que je le voyais dans ma vie. Voilà. Alors, on a commencé, je passe un petit peu autre chose parce que j'ai peur d'oublier, on a commencé l'action du département, et ce matin, je suis allé détruire un petit nid, je vous l'ai amené. Il y a la fondatrice, il y a des larves, c'est tout frais de ce matin. Je le mettrai là à l'entrée tout à l'heure, vous pourrez le regarder. Voilà. Donc, le cycle de vie du frelon, entre avril et mai, les fondatrices émergent. C'est-à-dire que c'est des femelles fécondées qui étaient cachées tout l'hiver, sous un tas de feuilles, dans un trou de mur, dans un grenier, dans un abri de jardin. Elles sortent et le nid commence de là. Il y a quelque chose d'intéressant dans le wall, il y a un nid qui est comme ça et il y a un nid qui est comme ça. Il s'est passé que quelques mois entre les deux. Voilà le nid primaire. C'est uniquement la fondatrice qui bâtit tout cela toute seule. Il y a à peu près 14 cellules. Et ces premiers frelons qui vont naître, ils vont être légèrement plus petits que les autres. C'est le seul moment où les frelons sont légèrement plus petits. Dans ce nid, vous avez cela. Voilà. C'est dommage que ça soit nuisible, parce que c'est une merveille de la nature. Cette construction... Pourquoi on dit que c'est nuisible? Parce que, nécessairement, il détruit les abeilles, il a une pression. D'abord, il vient d'ailleurs, il n'est pas adapté à nos régions, il n'y a pas les perroquets qui peuvent l'équilibrer. Puis d'autres oiseaux. Donc c'est un nuisible qui nous a envahis depuis 2004. Donc entre le mois de février et avril, les fondatrices font leur nid, et après le nid va accélérer. À mesure des naissances, la taille du nid va changer. Donc ça c'est entre juin et octobre. Et à ce moment-là, le nid peut migrer. Ça s'appelle un nid secondaire. C'est-à-dire qu'au départ, la fondatrice toute seule, elle va se mettre au plus pratique et à l'abri. Elle va se cacher dans les endroits où elle ne va pas être embêtée par les intempéries, tout ça, parce que c'est fragile tout ça. Hein. Donc, le second nid va se déplacer, il pourra aller très haut dans des arbres, comme on a vu, dans des grues, etc. Des arbres jusqu'à 30 mètres environ. Mais aussi, il pourra rester à l'emplacement où il était. Des fois, il décide là où il est. Donc, où c'est que c'est dangereux? C'est quand le nid est à proximité du sol. Parce que là, c'est dangereux. Donc, le dernier cycle, de février-avril, les fondatrices.
De mai à octobre, le nid secondaire il va se développer pour atteindre jusqu'à 2000 à 6000 frelons. Et après, le nid commence à diminuer. Et à ce moment-là, c'est la reproduction des frelons. Là, on arrive vers le mois de décembre, octobre, décembre, où c'est que les nouvelles fondatrices, c'est-à-dire des nouvelles reines, des nouvelles fondatrices fécondées, vont sortir du nid, et à nouveau, elles vont avoir besoin de se nourrir avant de se cacher. Voilà les périodes. Le nid primaire, toute l'action des frelons pendant toute la saison, et après le nid va petit à petit diminuer pour disparaître. Donc je vais vous parler maintenant du piégeage. Alors, ce qu'il faut faire déjà attention au piégeage, c'est de ne pas piéger n'importe quoi. Parce qu'on peut faire plus de mal que de bien par un piégeage. À savoir, la partie répulsive pour les autres insectes, c'est la partie alcoolisée du piège, qui va empêcher les abeilles de venir, ou un produit fermenté. Voilà. Du miel fermenté, liquide, va attirer beaucoup de frelons, ça va attirer d'autres insectes. Voilà. Donc ça, c'est très important. Des pièges, il en existe de toutes sortes, mais il faut laisser la chance à des pièges qui puissent laisser ressortir des insectes qui ne sont pas des frelons asiatiques. Donc, un piège avec des trous en général de 8 mm vont laisser passer le frelon asiatique, ne vont pas laisser passer le frelon européen, et avec des trous de 5 mm sur le haut du piège pour que les autres insectes puissent ressortir. Mais si le mélange est bien alcoolisé, en général c'est 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière et un tiers de sirop de fruits rouges. Mais si on accentue un peu le vin blanc, on va plus faire un répulsif pour les autres insectes. Alors il y a 2 périodes pour piéger. Le début du printemps, donc entre février, le 15 février et le 31 mai, c'est la période où les fondatrices sont en train de naviguer, et la période lorsque les nouvelles fondatrices font leur apparition à la fin de la saison, donc entre octobre et décembre. Voilà. Là, si vous piégez une fondatrice, c'est comme si potentiellement vous avez éliminé entre 2000 et 6000 frelons de toute une saison. Voilà. Le reste de la saison, lorsque au mois de octobre, les nids ont la majorité de leur population, ça ne sert à rien de piéger. Bon, c'est difficile de dire ça, parce qu'on peut toujours dire « Oui, mais le peu qu'on attrape, c'est toujours ça en moins qui va attaquer les abeilles. » Je l'entends bien, je suis d'accord. Mais pensons toujours au risque qu'on peut prendre d'autres insectes aussi. Donc il faut peser un peu le pour et le contre. Lorsque au mois d'octobre, vous allez piéger 50 frelons dans votre piège, vous allez dire « Waouh, quelle belle réussite !» Si c'est des nids qui ont 3000, 5000 frelons et qu'il y en a 15 autour de vous, en réalité vous avez piégé 5 frelons par nid, ça n'aura aucune incidence sur le nid. Par contre, quand vous piégez les fondatrices, ça a une incidence. Ça empêche le développement. La seule solution efficace, je vous parlerai par la suite, c'est la destruction des nids. Là, on est sûr d'identifier un nid, de le détruire, et en plus, ce nid ne pourra plus se reproduire. Parce qu'un nid peut faire jusqu'à 5 à 10 nids l'année d'après. Donc c'est important de détruire les nids. Si vous avez des questions par rapport au piégeage ou au cycle du frelon, vous pouvez poser les questions à la fin, vous pouvez lever la main, je vous réponds quand vous voulez. Donc là, je vais vous dire maintenant quelque chose de très intéressant. Où chercher les nids? C'est un petit peu votre question, monsieur. Voilà. Alors déjà, ce qui est important, c'est chaque année, j'ai des appels. On parle de département, mais des fois, j'ai des appels de personnes qui me disent « J'ai ma haie de lierre, elle est envahie de frelons et je dois avoir un nid. » Alors, à savoir, déjà, une chose importante. Si vous voyez les frelons qui parcourent une haie, qui vont, qui viennent, qui parcourent votre toit, qui vont de droite à gauche, etc., il n'y a pas de nid. Par contre, si vous voyez des frelons rentrer dans un point précis de votre haie et ressortir de ce point précis,
ou de votre toit, aller sous telle tuile, rentrer et ressortir, il y a un nid. Ça, c'est important de retenir ça. Dispersion, pas de nid. Point précis, il y a un nid. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils des accidents que j'ai vus pendant toutes ces années. Avant de tailler votre haie, prenez le temps d'observer. Je regarde ma haie, si je ne vois pas des allers-retours. Il y a 3 ans, à Moins-Sartoux, un papy a sauvé sa vie. Mais c'est le jardinier qui a tout pris. Ce monsieur, toute sa vie, il avait taillé son jardin, ses haies, et cette année-là, il était un peu malade du cœur, il était fatigué, il a fait venir un jardinier. À côté du portail, le jardinier, Franco, il taille la haie, il y avait un nid, il a coupé le nid. Il a pris une quinzaine de piqûres, il est parti à l'hôpital. Ça en est sorti, mais il a beaucoup souffert, il n'était pas très bien. Donc ça, c'est important. Avant de travailler dans votre jardin, observez. Même pour voir s'il y a un nid, vous observez vos haies. Voilà. Ensuite, autre accident, les abris de jardin. On n'y va pas souvent. On ouvre la porte de l'abri de jardin, le nid est juste là, on le déchire, on se fait attaquer. Donc, le compteur, je vais voir mon compteur, on ouvre. Il peut y avoir des nids de guêpes aussi. Donc, le conseil que je donne, quand vous allez dans votre abri de jardin en saison, voilà, vous tapez un petit peu et vous vous écartez. Et vous regardez ce qui se passe. Si vous voyez 1 ou 2 frelons sortir, c'est qu'il y a un nid. Tapez. Le compteur, pareil, vous tapez. Voilà. Ça c'est des choses importantes. Ensuite, où observer les nids? Déjà, les génoises de votre maison. Alors, le nid a un petit peu la couleur de la génoise. Je suis souvent tombé chez des gens que quand j'arrivais, ils me disaient, vous savez, hier, monsieur, il n'était pas là, le nid. Il est arrivé cette nuit. Alors que quand j'ai détruit le nid, je leur ai expliqué, vous voyez, regardez, il y a des œufs, il y a des larves, etc. Ça a pris plusieurs semaines. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand un nid s'installe, au départ, il n'y a que des œufs et des larves, la fondatrice. Et puis d'un coup, il y a des naissances. Et quand il y a beaucoup de naissances, il y a une effervescence de frelons d'aller venus. Et c'est à ce moment-là qu'on repère le nid. C'est à ce moment-là qu'on repère le nid. Donc, abri de jardin, les volets roulants aussi. Attention, ils adorent les volets roulants. Chaque année, on fait des nids dans les volets roulants parce qu'il y a toute une partie creuse. Donc, ils aiment bien. Les abris de piscine aussi. Abri de piscine, vous allez mettre du chlore à votre piscine. Ayez toujours l'œil de regarder un petit peu. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, mais je suis rentré, j'aurais pu me faire piquer. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu. En fait, ils ont entendu les frelons, ils étaient là à 50 cm. Donc, dans les greniers aussi, des fois, vous n'allez pas souvent au grenier, vous rentrez. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que pendant toutes ces années, j'ai vu le frelon s'adapter à notre région et avoir des habitations comme le frelon européen. Au départ, le frelon asiatique, c'était dans les arbres. Au départ, en 2010, les années d'après. Et maintenant, on le trouve dans la cheminée, on le trouve dans le grenier, on le trouve sous les tuiles, voilà, on le trouve dans le tronc d'arbre. Tout ça, il s'est installé en 10 ans, là, depuis ces 10 dernières années. Parce qu'au départ, en 2010, quand il est arrivé, on ne l'a pas vu de suite. Moi, j'ai vu ce nid, mais je n'avais pas des appels comme aujourd'hui. C'était aléatoire. 3-4 par an. Il a mis un petit peu du temps à s'adapter, à se développer. Mais ça a été sans répit. Sans répit, sans répit. Voilà. Et heureusement que l'action du département de détruire tous ces nids qui sont détruits, là, s'ils étaient multipliés par 5 ou 10, où c'est qu'on en saurait? Voilà. Donc, le nid peut être donc dans des endroits élevés, dans des poteaux, dans des cheminées. Alors, tout à l'heure, on parlait de nichoirs à oiseaux. Alors, il y a le plus et le contre, parce que chaque année, je détruis des nids, 2 ou 3, dans des nichoirs à oiseaux de jardin. Alors, peut-être, arriver un moment où ce n'est plus la reproduction des oiseaux, d'enlever le nichoir, peut-être, pour essayer de...
Donc, maintenant je vais vous parler donc, de la destruction du nid, comment ça se passe. Donc, vous appelez le département, un expert vient, il identifie que c'est un nid, il fait son petit rapport et on envoie un opérateur pour détruire le nid. Cet opérateur doit être titulaire d'un certificat biocide et surtout être responsable. Parce que quand on utilise des produits biocides qui ont un impact énorme sur l'environnement, il faut quand même le maîtriser du début à la fin. Donc, c'est pour cela que je fais un petit peu la guerre au paintball. Parce qu'il y a un système de destruction économique, où c'est que le paintball, le jeu ludique, il y a le même avec des billes biocides. Et donc le nid, c'est pour les grandes hauteurs, est à 20 mètres, et l'opérateur il lance des billes de paintball. D'abord il va louper sa cible plein de fois, donc il va semer des billes de biocides de partout. Ensuite, une fois qu'il aura percé son nid avec autant de billes, une centaine de billes de paintball, à aucun moment il pourra contrôler si le nid est mort ou non. Et ensuite, s'il a un paintball, il n'a pas de perche. C'est-à-dire que le nid il va rester là. Et il va se dégrader avec toutes ces billes à l'intérieur. Donc ça devrait être interdit de ces méthodes-là. Parce que c'est vraiment, pour détruire un nid, on va détruire plein d'autres choses à côté. Donc, lorsqu'on arrive sur un site pour détruire un nid de frelons, déjà, ce qui est important, c'est d'observer le site. De voir qu'il n'y a pas de poissons, par exemple. Parce qu'on utilise une poudre. Donc, la poudre, on va la nettoyer au pied d'un arbre, mais si elle tombe dans un bassin, on ne pourra pas la nettoyer. Donc, s'il y a des carpetois, elles vont peut-être remonter à la surface. S'il y a des tortues aussi. Ouais, il y a des tortues, des tortues là, dans un petit enclos. Si le nid est au-dessus, il ne faut pas envoyer la poudre sur les tortues. Donc c'est important de bâcher l'endroit où on va travailler. Ensuite, d'avoir des règles de sécurité, parce que, à savoir qu'un frelon, à proximité de son nid, il défend, il attaque. Et une fois que vous êtes piqué, que vous avez laissé de la phéromone, les autres viennent attaquer. Donc la perche, ça reste un moyen très efficace. C'est un moyen qui coûte cher. La perche que j'ai, elle coûte 6 000 €. Mais elle est efficace, parce qu'on peut la déployer jusqu'à 30 mètres. Je peux injecter le produit dans le nid, attendre le temps qu'il faut, voire revenir au besoin. Alors, il ne faut pas laisser trop longtemps le nid. Et si on peut revenir dans la même journée, parce que, à savoir, ça aussi ça a évolué. Au départ, on disait il faut faire les nids à la tombée de la nuit et au lever du jour. C'était une erreur. Parce que si vous faites un nid à la tombée de la nuit, et que la villa d'à côté, elle a la lumière éclairée du jardin et de la salle à manger ouverte, tous les frelons de nuit, il y en a qui ne vont pas prendre le produit, qui vont s'envoler, ils ne pourront pas revenir au nid, ils vont être attirés par la lumière. Et vous allez avoir des frelons qui tournent toute la nuit autour d'un lampadaire, qui vont aller partout où il y a de la lumière. À savoir qu'un frelon, lorsqu'il part chasser, il vole à 25 km/h. Alors certes, il peut aller très loin, mais il ne met pas 3 jours pour revenir. Un frelon, c'est, je disais tout à l'heure, 3 abeilles à l'heure. Il fait l'aller-retour. Quand il prend une abeille, il se pose tout de suite sur une branche à proximité, à quelques mètres, il la découpe. Il garde le thorax, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de protéines, et avec ça, il va nourrir ses larves. Et il revient. Ça fait que ça, toute la journée. Donc le nid, dès qu'il n'est plus actif, qu'il n'y a plus de frelons qui reviennent, tout ça, il ne faut pas tarder à l'enlever. Il faut l'enlever, il faut tout bâcher, bien récupérer tous les produits, et tous les produits sont classés avec un suivi et vont vers une décharge pour les produits biocides. Voilà. Alors, des fois, on me dit, c'est rentré beaucoup dans l'esprit, vous avez un drone. Alors, à savoir que l'utilisation du drone serait vraiment pour des cas très, très précis, parce que déjà, le drone ne peut pas voler à travers les branches, il ne pourra pas aller, donc ça veut dire qu'il va aller dans un endroit en haut d'une falaise où il pourra s'approcher.
Et le drone aussi ne pourra pas détruire le nid, ne pourra pas découper le nid comme à la perche, où c'est qu'on peut tout enlever. Voilà. Donc la perche, ça reste le moyen le plus efficace. Voilà, ben écoutez, je pense que je vous ai dit à peu près tout pour ce soir. Si vous avez des questions, avec plaisir, je vous répondrai. Le 4 juin, avec Karen, ma compagne, qui produit de la gelée royale, nous faisons l'inauguration de notre miellerie à Grasse, au 124 chemin du Collet Saint-Marc. Voilà une action de la 4G, de la politique grassoise, un bâtiment qui était abandonné depuis 40 ans. Vous touchiez les murs, la tapisserie tombait en poussière. On a travaillé tout l'hiver, mais maintenant, on produit de la gelée royale. On a produit des rennes qui sont nées sur place, qui ont été fécondées sur place. On fait des produits dérivés, du miel, du nougat. Voilà, moi je dis bravo, moi ou un autre, mais de ce bâtiment de 40 ans vide, d'avoir fait ça. Ça, c'est une action politique efficace. C'est génial, moi je trouve. Donc le 4 juin, vous pourrez venir pour l'inauguration, il y aura un pot à boire. Et par contre, le 9 juin, il y a une journée porte ouverte. Alors ça ne sera pas aussi prestigieux que tout ce bon matériel que j'envie, là, hein, bravo, je t'en piqué, là, je prends important. Mais en fait, ça sera vraiment du concret de notre travail d'apiculteur. C'est-à-dire une ruche en morceaux, vous pourrez essayer des tenues d'apiculteur, voir une ruche transparente, voir comment on extrait le miel, comment on le met en pot, voir le petit laboratoire à gelée royale, voilà, le concret de notre activité. Voilà, le 9 juin, toute la journée, et le 4 juin, le soir, l'inauguration. Voilà. Merci infiniment. C'est de l'écorce de bois et de l'eau. C'est du carton, quelque part. C'est pour ça que tant que le nid est actif, il se développe, il est assez résistant. Dès qu'il n'est plus habité, il se dégrade très vite. Il commence à craquer par en dessous, et puis petit à petit, il se dégrade. Voilà. À savoir qu'à la fin de la saison, quelques ouvrières peuvent rester. La reine, elle ne sera plus là, mais il y aura quelques ouvrières qui peuvent rester, qui vont mourir de froid à la fin. Mais par exemple, cette année, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est les changements climatiques ou pas, mais en tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Fin février, j'ai détruit un nid à Grasse, au quartier Saint-Claude, avec une quinzaine de frelons qui étaient de l'année passée. Alors, ils n'allaient pas repartir. Hein. Le nid ne resserre jamais 2 fois. Mais quand même, ces frelons ont résisté à subsister une partie de l'hiver. Voilà, j'ai répondu à votre question.